Le bac pro, artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia, c'est la voie rêvée pour donner vie aux idées par l'image et le numérique. Et au lieu de simplement énumérer un programme scolaire, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de plonger au cœur de ce que ces futurs lycéens vont réellement apprendre à créer. Oui, l'idée c'est de traduire les compétences académiques en réalité professionnelle concrète. Exactement. Rendre les choses tangibles, en fait. Alors, imagine qu'un élève doive inventer l'identité visuelle d'un tout nouveau festival de musique. Comment est-ce que cette formation le prépare à relever un tel défi créatif? Parce que j'imagine qu'on ne commence pas par ouvrir un logiciel au hasard sur un ordinateur. Ah non, non, pas du tout. Le processus débute d'ailleurs souvent de manière très traditionnelle, c'est-à-dire avec un crayon et du papier, tout bêtement. Ah, on commence par dessiner en fait. Oui, on esquisse des formes, on recherche des concepts. Ensuite, le cursus forme à des métiers très précis. Ça va de maquettiste à infographiste en 2 et 3 dimensions, ou encore web designer. D'accord, donc pour notre festival de musique, concrètement ça donne quoi? Eh bien, l'élève va apprendre à numériser son croquis, puis à le décliner. Ça veut dire transformer une idée dessinée à la main en une affiche imprimée géante ou bien une courte animation vidéo. Ou même l'interface interactive d'un site web. C'est tout à fait ça, on touche vraiment à tout. Donc on maîtrise la création de bout en bout. J'aime bien comparer cela à la construction d'un bâtiment majestueux. Oh, une métaphore architecturale. Oui, voilà. Il faut d'abord concevoir des plans solides et comprendre les règles de l'architecture avant de commencer à monter les murs. La comparaison est très pertinente, oui. Surtout quand on observe comment l'apprentissage est structuré. D'un côté, il y a vraiment la fondation technique, la réalisation PAO. PAO, la publication assistée par ordinateur, c'est bien ça? C'est ça, c'est ici que l'on maîtrise les logiciels de mise en page et de dessin vectoriel. Attends, le dessin vectoriel, pour ceux qui ne manipulent pas ces outils tous les jours, comment cela fonctionne-t-il exactement par rapport à une simple photo? Alors, une photo classique, elle est composée de minuscules carrés, les pixels. Ce qui fait que si on l'agrandit trop, Elle devient floue, exactement. Le dessin vectoriel, lui, utilise des équations mathématiques pour tracer des lignes. Donc, grâce à cette technique, le logo de notre festival de musique peut être imprimé sur un petit ticket ou sur une immense bâche d'immeuble, voilà. Et ça, sans perdre une seule goutte de netteté. C'est ça, la maîtrise de ces fondations techniques. c'est impressionnant. Mais une structure solide ne suffit pas si le bâtiment manque d'élégance. Comment est-ce qu'on travaille la partie esthétique? L'œil de l'architecte en quelque sorte. Eh bien, c'est là qu'interviennent les blocs de réflexion, comme l'analyse critique d'œuvres, par exemple. On parle d'histoire de l'art. Oui, en grande partie. En étudiant l'histoire du design et de l'art, les élèves comprennent pourquoi des formes géométriques anguleuses inspirent le dynamisme, ou pourquoi associer du jaune et du noir attire immédiatement le regard. Hein, je vois. Ils apprennent à justifier leur choix esthétique. Absolument, grâce à une solide culture visuelle. Par contre, je dois avouer une certaine confusion face à d'autres aspects du programme. Parce qu'on y trouve de l'anglais, des mathématiques, de l'économie-gestion et de la PSE, la prévention santé-environnement. C'est un programme très complet, oui. Mais pourquoi un professionnel du visuel a-t-il besoin de cours d'économie ou d'anglais? Il dessine, n'est-ce pas? Il dessine, oui, mais le design est un langage mondial dont l'infrastructure technique parle anglais. Les logiciels de pointe, les tutoriels techniques et les nouvelles tendances visuelles nécessitent de maîtriser cette langue. Pour rester compétitif, bien sûr. Exactement. Quant à l'économie et aux mathématiques, elles sont vitales. Un designer indépendant doit savoir calculer des marges d'impression, rédiger des devis précis. Et gérer son entreprise pour en faire une activité pérenne, en fait. Voilà, c'est indispensable. Et pour la prévention santé-environnement, est-ce simplement pour apprendre à recycler le papier des esquisses? C'est une excellente question. Ça en fait partie, oui. C'est un élément clé de l'éco-conception. Choisir des encres moins polluantes ou alléger le poids des images d'un site web pour réduire la consommation d'énergie des serveurs. Ah oui, on n'y pense pas toujours à l'impact numérique. Non, c'est vrai. Mais cela concerne aussi la santé physique. Passer ses journées devant une tablette graphique demande une connaissance précise de l'ergonomie. Pour adopter les bonnes postures et préserver son corps, je suppose. C'est exactement ça. Tout est interconnecté, c'est fascinant. Et je suppose que les présentations orales régulières servent à lier le tout, en apprenant à défendre ses choix face à un client. Tout à fait. Présenter un visuel agréable à l'œil, ça ne suffit jamais. Il faut savoir argumenter, expliquer sa démarche et démontrer comment le design résout le problème de communication du client. Cela soulève une réflexion intéressante pour terminer.
Nous avons beaucoup parlé de créer pour des écrans ou du papier imprimé, mais avec l'émergence des interfaces en réalité augmentée, Où les menus et les visuels se mélangent à la réalité. voilà, où ils flotteront dans notre espace physique quotidien, la communication visuelle de demain deviendra peut-être une forme de sculpture numérique interactive. Le rôle du designer va s'étendre bien au-delà du cadre de l'écran. C'est une perspective vraiment fascinante pour l'avenir de ces métiers. Nous remercions nos auditeurs pour leur attention. Il est possible d'écouter d'autres podcasts sur d'autres formations, sur le podcast Choisis ta formation et ton métier, et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.